Bonjour les premières. Alors aujourd'hui, on va démarrer le nouveau chapitre d'histoire que je vous ai donné en poli. On poursuit notre remontée historique vers la fin du programme. Donc on va voir la Troisième République qui va nous amener donc à la Première Guerre mondiale. Alors dans cette Troisième République, on va voir que c'est une république, on en a déjà parlé, qui va durer très longtemps, donc de 1870 à 1940, ce qui nous fait 70 ans. Donc pour l'instant, c'est elle la plus longue, la cinquième rapproche, mais pour l'instant, c'est toujours elle la plus longue. Et on va voir pourtant qu'elle a eu du mal à se mettre en place. Et il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'installe durablement. Ce qui n'empêchera pas qu'il y aura pas mal de problèmes qu'on va évoquer, enfin tout au moins on va en évoquer certains, les plus, tout au moins les plus connus. Et puis ensuite on verra que cette république c'est aussi euh, une France c'est une république qui représente une France d'un autre temps. Vous voyez ici, une illustration un peu de ce qu'on va appeler la belle époque. Souvenez-vous, on s'est quitté avec le Paris d'Haussmann, avec ses grandes avenues, cette population pauvre qui est repoussée hors des villes, et donc là, on a voilà, ce mélange de la bourgeoisie, voire de l'aristocratie qui voilà, circule dans les rues de Paris qui leur est véritablement maintenant réservée. Donc on a une ville chic, une ville belle, et puis c'est aussi l'époque d'une France fière d'elle et qui établit aussi un empire colonial, qui poursuit la conquête de son empire colonial, dont elle va tirer une grande fierté, avec donc des enjeux qui sont bien sûr de nos jours maintenant vraiment discutables quand on voit l'attitude des Français à l'époque pour les peuples colonisés. Donc ça sera l'occasion de discuter de ce point de vue-là dans la dernière partie de ce chapitre. Donc pour l'instant, voilà, vous avez le poli, la Troisième République avant 1914, un régime, un empire colonial. Voilà le troisième grand chapitre de notre programme. Alors, pour mettre en place le contexte, la Troisième République est proclamée dans un contexte de crise. Alors, on en a déjà parlé, on va y revenir très rapidement. C'est la défaite de Sedan et l'arrestation de Napoléon III, qui est fait prisonnier par les Allemands. Et donc, du coup, son avenir, même à peine proclamé, son avenir apparaît très, très menacé. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, sans rentrer forcément dans les détails. Je rappelle, en termes de définition, qu'une république, c'est une forme d'organisation politique où le pouvoir, contrairement à une monarchie par exemple, n'est pas héréditaire. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont définis pour des durées définies. Une monarchie, en théorie, le monarque dirige jusqu'à sa mort. Et on va voir que même si la République a été proclamée, suite à la défaite de Sedan, en France, les partisans de la monarchie sont encore nombreux. Et l'échec du Deuxième Empire, du Second Empire de Napoléon III, finalement, amène certaines élites dirigeantes à se dire que bon, l'Empire, on peut peut-être arrêter, mais finalement, l'Empire, c'est une espèce de monarchie plus plus, et donc on peut éventuellement revenir à une monarchie. Ce n'est pas les prétendants qui manquent, c'est peut-être d'ailleurs ça qui va sauver la République. Donc il y a encore des adeptes de la monarchie, et quand la République est proclamée, ça ne fait pas l'unanimité, loin de là. Donc pour rassembler l'opinion autour d'un régime nouveau, la démocratie parlementaire, et l'inscrire dans la durée, donc on va voir que c'est un régime qui est parlementaire, et l'inscrire dans la durée, c'était pas gagné, mais finalement ça va réussir, ses partisans mettent en œuvre un véritable projet républicain. Il va y avoir une espèce d'apprentissage de la République. On va apprendre aux gens à comprendre la République et à aimer la République. On va voir comment ça va se faire. Donc voilà comment la Troisième République parvient-elle à enraciner un modèle démocratique, tout en mettant en place en même temps un empire colonial qui, lui, n'est pas du tout démocratique. Donc on va voir que ce qui se passe en France n'est pas du tout appliqué en dehors de la France. Alors, un régime qui est né dans un contexte de crise. Vous revoyez une image qui doit vous rappeler, même si on n'a pas vu exactement la même. Vous devez commencer à comprendre la scène.
casque à pointe, donc forcément prussien, voire allemand. Donc ici, on a les soldats allemands qui attendent, vous voyez, quelqu'un qui arrive un peu tête basse, là, avec une lettre comme quoi, voilà, il reconnaît la défaite de ses armées, hein. Donc c'est Napoléon III qui se rend donc, hein, à l'armée allemande pour finalement sauver un peu son armée. Donc voilà, c'est l'arrestation de Napoléon III, c'est la fin de son règne en France. Donc en 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Après la capture de l'empereur Napoléon III, les députés de l'opposition républicaine, comme Léon Gambetta, Jules Ferry, dont on reparlera, proclament la Troisième République le 4 septembre 1870. Voilà la date de naissance de cette Troisième République. L'armistice est signé en janvier 1871. Vous voyez, c'est beaucoup plus tard, hein, comme quoi les négociations ont été longues à aboutir, hein, et l'Allemagne inflige à la France une défaite humiliante, hein, en réclamant énormément d'argent, hein, une espèce de rançon en quelque sorte pour pas que l'Allemagne n'envahisse davantage la France, et en annexant donc l'Alsace et une partie de la Lorraine, notamment donc le département de la Moselle. Donc quand on dit, hein, qu'on a perdu l'Alsace et la Lorraine, c'est pas tout à fait exact. Si on veut être précis, c'est une partie de la Lorraine, mais bon, c'est rentré un petit peu dans la légende, hein, de l'histoire française. On a perdu l'Alsace et la Lorraine et on n'aura de cesse à cette époque-là que d'imaginer le jour où on reprendrait ces deux régions. Alors du coup, ben voilà, on revote, hein. Alors là, je vous passe les détails, hein. On va aller assez vite. Une fois que l'armistice, enfin la paix est signée, hein, cette république qui a été mise en place, bah, il faut quand même la valider, puisqu'elle n'avait pas été validée à l'époque, hein, donc faut voter. Et voilà, de nouveau, c'est la panade en France, hein, parce que les monarchistes remportent les élections. Donc on demande aux Français de voter pour valider la Troisième République, et c'est ceux qui soutiennent la monarchie qui gagnent les élections. Le problème, c'est que ceux qui gagnent les élections, c'est en province. Et à Paris, on a par contre voté majoritairement en faveur des républicains, et notamment aussi pour poursuivre la guerre, hein, parce qu'on n'accepte pas d'avoir perdu des territoires contre les Allemands. Du coup, la population parisienne se révolte, hein, contre le gouvernement en place, qui se retrouve, donc vous voyez un peu je sais bien que c'est un peu compliqué, mais je vous dis, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais finalement, au Parlement de la Troisième République se retrouvent des élus qui sont pour la monarchie. Donc on peut imaginer que rapidement, ils vont sûrement œuvrer pour faire tomber la démocratie, pour faire tomber la République et remettre en place un roi. Donc les Parisiens ne sont pas dupes, ils savent que ça va se passer comme ça, donc ils se révoltent et ils proclament même l'indépendance de la ville de Paris. Donc du coup, forcément, ça crée une espèce de mini-guerre civile, hein, dans la ville de Paris. Le peuple se révolte, le gouvernement en place cherche à remettre de l'ordre, hein, envoie l'armée contre les Parisiens. Et vous voyez, hein, le bilan, il est quand même sévère, hein, 20 000 morts, presque 40 000 arrestations, 7 000 déportations en dehors de la France. Le bilan est très lourd. Alors, pour ceux qui aiment, j'allais dire, aiment bien lire, mais on va dire ceux qui éventuellement aiment bien les BD, et ceux qui ont éventuellement une bibliothèque pas très loin de chez eux, peut-être dans cette bibliothèque trouverez-vous ces deux volumes de BD, hein, qui s'appellent donc sur le même titre Le Cri du Peuple, et vous avez deux volumes, Les Canons du 18 mars et L'Espoir assassiné. Donc ce sont en fait les deux volumes qui expliquent cet événement de la Commune de Paris, hein, ces Parisiens qui décident de créer une ville indépendante contre le pouvoir en place. Alors c'est écrit par Tardy, enfin, c'est dessiné pardon, par Tardy, qui est un des dessinateurs français les plus connus, et il s'est associé avec un historien, avec qui ils ont décidé de faire vraiment une œuvre, un livre historique, mais en bande dessinée. Donc vous avez à la fois l'attrait du dessin, qui est, vous voyez, assez particulier, mais
qui colle bien à l'époque. Et voilà, c'est pas une histoire inventée, ça colle véritablement à l'histoire de l'époque. Donc vous avez vraiment, c'est très documenté, et on a vraiment une immersion. Quand on lit ça, on a l'impression de se retrouver vraiment dans les rues de Paris et de voir, de mieux comprendre un peu comment les gens vivaient à l'époque et dans quel état de pauvreté ils pouvaient se trouver. Et dans quel contexte de violence aussi on se trouvait. Donc vous voyez encore une fois ici des barricades, hein, avec des canons. Donc ça a été une période, là, ça a été un moment très violent à Paris. Alors vous voyez, hein, ce contexte de crise, hein, ben voilà un extrait, hein, encore une fois de cette BD de Tardy, où on voit très bien, vous voyez, d'un côté le peuple, hein, et donc Commune de Paris, hein, donc République française, donc vous voyez, c'est ces gens qui placardent, hein, sur le mur un appel à la République, mais un appel finalement à la révolte de la ville de Paris. Et on voit, hein, tous ces gens du peuple, des soldats de base, hein, des policiers, et puis voilà, la classe moyenne, des catégories pauvres, qui voilà, hein, montent des barricades et se font tirer dessus par l'armée. Avec, vous voyez, derrière l'armée, la bourgeoisie, le clergé, hein, qui finalement, ici dans ce dessin, montrent qu'ils sont un petit peu les commanditaires, hein. On voit ici clairement un peu on a l'impression qu'ils éprouvent un certain plaisir, hein, à voir, vous voyez, donc toutes ces balles, hein, qui perforent les corps, et on voit le sang surgir, hein. Donc on est un peu dans du dessin très noir et blanc, mais vous voyez à chaque fois le rouge, le bleu, le blanc ressortent, hein, très fort. Donc le sang coule, hein. L'armée tire sans état d'âme, avec les encouragements de la bourgeoisie et du clergé. Le clergé, forcément, prêt à soutenir une monarchie, hein, puisque la monarchie travaille de pair avec l'Église, au moins jusqu'à cette époque-là. Donc voilà, une illustration de ce que ça peut être, cette commune de Paris. Donc les conservateurs au pouvoir préparent une restauration de la monarchie, hein, donc ceux qui ont été élus euh, dans cette Troisième République, mais qui sont pour la monarchie, ben voilà, petit à petit se préparent à réinstaurer une monarchie, mais le problème, et franchement, j'insiste pas là-dessus, ils sont très divisés, parce que le problème, c'est que le dernier roi, c'était Louis-Philippe, hein, souvenez-vous, peut-être, on en a parlé, mais il a plusieurs héritiers, et chacun, enfin, il n'a pas d'enfant direct, donc beaucoup dans la famille royale revendiquent en fait d'être le prétendant au trône, d'être le membre de la famille le plus proche, hein, de ce Louis-Philippe. Et donc, il y a des camps, hein, les monarchies se divisent en plusieurs camps, chacun défend son champion en disant c'est lui qui est l'héritier, et d'autres disent mais non, c'est lui qui est l'héritier le plus proche. Et résultat, du coup, ces monarchistes, heureusement pour les républicains, on dira, sont très divisés, ce qui permet du coup aux républicains de grignoter, hein, à chaque élection qui vont suivre, hein, des sièges, des votes, et finalement passer en douleur, redevenir majoritaire en douleur au Parlement. Alors, vous avez ici un organigramme de cette Troisième République. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On voit bien qu'on est sur à la fois une démocratie, et parce que les pouvoirs sont séparés, vous avez en vert le législatif, en rouge l'exécutif, et vous avez le peuple qui vote avec, vous voyez, un suffrage universel. Donc tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter. Ils votent. Il y a un suffrage indirect pour le Sénat, ce qui existe toujours chez nous, hein, dans la Ve République. Et puis, il y a un suffrage direct pour élire les députés. Donc, les députés plus le Sénat constituent le Parlement, hein, donc l'Assemblée législative. Et puis, vous avez en rouge le pouvoir exécutif, le président de la République, élu pour 7 ans, élu par ses grands électeurs, hein, et qui nomme le président du Conseil. Le président du Conseil, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant le Premier ministre, hein. Donc c'est le chef du gouvernement, il choisit des ministres, mais on voit, hein, donc il est nommé, hein, enfin c'est une association, hein, du Sénat, des députés et du président, hein, qui
discutent et qui se mettent d'accord sur le nom d'un bonhomme. Et donc, voilà, il est quand même un peu coincé, hein, pris dans un étau, hein, entre le président et entre les deux chambres. Comme il a été nommé par ces trois entités, ben, il dépend un peu, hein. Sachant qu'en plus, bah, du coup, le Parlement peut éventuellement le démissionner s'ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits de son travail. Donc, ce qui fait que le pouvoir législatif, il a beaucoup de pouvoir. Le président de la République, à cette époque-là, on le voit même quasiment jamais. Certains disent d'ailleurs, hein, un peu ironiquement, que on le voit qu'au chrysanthème, hein, c'est-à-dire voilà, quand on célèbre, il y a une fête des morts, hein, et donc voilà, il sort pour fleurir des tombes, et puis après, il rentre chez lui et on ne le voit plus trop. Donc, le président de la République, il est assez invisible. Le président du Conseil, il dépend un peu des chambres législatives. Donc, voilà, le pouvoir, il est essentiellement aux mains là, des entités vertes. Donc ces lois définissent le fonctionnement de la République qui s'affirme comme un régime parlementaire, parce que c'est le Parlement qui a vraiment les pouvoirs. Le Parlement constitué de la Chambre des députés et du Sénat dispose du pouvoir législatif. Le président du Conseil, chef du gouvernement, détient l'essentiel du pouvoir exécutif, mais il est responsable devant le Parlement et peut être destitué par lui. Le Parlement devient donc le centre de la vie politique. Voilà. Alors, on va voir que pour réinstaurer cette république, hein, cette troisième république, on va repartir aux fondamentaux et on va revenir rechercher les valeurs de la Révolution française, tout au moins celles qui ne faisaient pas trop débat, celles qui ont plutôt, donc du début de la Révolution, qui avaient fait souffler un vent d'espoir, un vent nouveau dans la nation française. Donc en 1879, les républicains sont majoritaires aux élections législatives. Le projet républicain va pouvoir d'installation, hein, de la démocratie va pouvoir enfin véritablement s'installer. Et donc, comme on l'a vu avec l'organigramme, hein, on s'appuie sur la séparation des pouvoirs, on s'appuie sur la souveraineté du peuple par le fait qu'il ait le droit de voter, hein, et puis sur un certain nombre de libertés fondamentales sur lesquelles on va revenir après. Donc justement, hein, les libertés fondamentales, on va les redéfinir en s'appuyant, encore une fois, sur l'héritage de la Révolution française. Donc, on a la liberté d'expression qui est garantie par la liberté de la presse, hein, qui permet donc aux journaux de nouveau, hein, de publier des articles et de éventuellement contester, hein, quand ils estiment que les décisions prises par le gouvernement ne sont pas bonnes. Donc on se doit de respecter ça, le droit de contester, le droit d'écrire pour dire qu'on n'est pas d'accord. Donc c'est une loi qui est considérée comme fondamentale et qui voilà, revient un petit peu comme au début de la Révolution. Il y a eu la liberté de la presse aussi, elle sera censurée après, mais là on redonne le droit aux gens de pouvoir lire des journaux, de pouvoir écrire, créer des journaux et de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe. La liberté de réunion, hein, souvenez-vous, c'est ce qui avait mis fin au règne de Louis-Philippe, hein, il avait interdit la possibilité de se réunir, parce que quand on se réunissait, généralement, on parlait de politique, ça pouvait donner naissance à la création de partis politiques, et donc ça, la monarchie n'en voulait plus. Là, on réinstaure ce droit. On autorise même les syndicats, hein, souvenez-vous, on avait peur un peu des ouvriers, hein, qui s'accumulaient un peu dans les villes, hein, et qui se réunissaient et qui étaient conscients que tous ensemble ils avaient peut-être du pouvoir, et ben on dit que finalement ils ont le droit d'exprimer aussi ben, leur mal-être ou essayer de militer pour améliorer leurs conditions de travail. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de la liberté d'expression, hein. Et puis, contrairement à ce qui se passait avec Napoléon, les maires ne sont plus désignés, hein, par le chef d'État, mais ils sont élus par les citoyens qui vivent dans les communes. Donc là aussi, c'est un peu plus de démocratie. Et puis, toujours sur cette liberté, cette notion de liberté, la fameuse loi de 1901, qui est toujours en vigueur, que tout le monde connaît, hein, c'est cette loi qui permet de créer des associations, tout au moins à but non lucratif, c'est-à-dire qui n'ont pas pour objectif de gagner de l'argent, ben et qui existent toujours, et c'est donc les partis politiques, c'est aussi les associations sportives, si vous faites du sport dans un club, c'est une association qui est régie par la loi de 1901.
C'est-à-dire que ce sont des associations qui ne doivent pas faire de bénéfices. C'est-à-dire s'ils font des bénéfices, ils doivent les réinvestir pour améliorer, faire des dépenses. Je ne sais pas moi, si vous jouez au foot, c'est améliorer les vestiaires, c'est améliorer le terrain, c'est racheter des équipements. Mais l'objectif, c'est pas de faire du bénéfice, c'est de le placer en bourse, par exemple. Donc voilà, beaucoup d'associations sont encore de nos jours régies par cette loi de 1901, une des plus importantes de notre République. Alors toutes ces différentes lois ont pour but de démocratiser l'expérience politique. Hein, en même temps, il faut avoir en tête quand même, même si on y reviendra dans la troisième partie, que toutes ces libertés, c'est très bien, hein, mais elles comportent quand même des limites, puisque les femmes ne sont pas concernées par tout ça, et puis les peuples colonisés sont aussi un petit peu exclus de tous ces droits. Ce qui nous amène au dernier point, et puis j'arrêterai là, la diffusion d'une culture républicaine. Il faut essayer de convaincre les gens que voilà, cette république, c'est ce qui peut leur arriver de mieux, hein, et il leur faut des repères. Hein. Il faut leur donner des repères pour leur faire comprendre qu'ils ont de la chance d'être français et qu'ils ont de la chance d'être dans une république, donc dans un régime démocratique. Alors, pour ça, on va s'appuyer beaucoup sur l'école. Et donc, voilà, vous avez la photo d'un de vos dieux. Hein. Et vous voyez le texte, hein, les hussards noirs de la République. Alors, les hussards, hein, c'était le nom qu'on donnait aux soldats sous Napoléon. Et là, on parle de hussards noirs de la République. Vous voyez, l'école, c'est devenu même quasiment une affaire quasiment militaire. C'est-à-dire que les enseignants, on leur donne un uniforme. Hein. Alors, il est noir, c'est pour ça qu'on les appelle les hussards noirs. Sinon, les hussards, on en voyait tout à l'heure, voilà, ils sont là, hein, ils sont bleu et rouge, super discrets pour se battre. À l'école, ils sont habillés en noir, hein, et donc vous voyez, de tout ce peuple, les meilleurs étaient peut-être ces bons citoyens qui étaient nos instituteurs, vous voyez, et eux, ils étaient respectés à l'époque. Notre jeune école normale était le foyer de la vie laïque. De jeunes maîtres de l'école normale venaient chaque semaine nous faire l'école. Ils étaient toujours prêts à crier « Vive la République, vive la nation !» Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux, et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Omnipotence, ça veut dire qu'on a tous les pouvoirs. Un pantalon noir, un gilet noir, une redingote noire, cet uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire, encore plus sévère, encore plus militaire, étant en uniforme civique, porté par des gamins qui étaient vraiment les enfants de la République, par ces jeunes hussards de la République. Donc, Charles Péguy, vous voyez, un enfant à l'époque, qui va devenir lui-même écrivain, donc voilà, ces gens sont là, vont dans les écoles, et ça rigole pas. Les cours, ça rigole pas, on est là pour apprendre les valeurs de la République et apprendre ce que c'est que la France. Et vous allez en voir un exemple après. Donc le suffrage universel masculin implique d'instruire les citoyens. Ainsi, avec les lois Jules Ferry de 1881-1882, l'école devient gratuite, obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans et laïque. On y reviendra aussi un peu plus tard. L'école devient un instrument au service de la République en diffusant à toute la jeune génération une morale et des valeurs républicaines. Voilà. Hein. Donc vous avez ici ce demi-hussard, hein, parce que là il a que la veste, mais on est peut-être dans des écoles de campagne. Mais ceci étant, vous voyez, certains élèves sont quand même habillés en militaire. Hein. Là vous en avez même un qui a des médailles, donc il y a probablement des écoles militaires aussi où on forme des jeunes, parce que voilà, on est en période tendue encore quand même avec les Allemands. Donc on forme aussi, hein, il y a des écoles des cours d'enseignement militaire. Hein, donc certains voilà, ont peut-être un uniforme. Et vous voyez, on voit cet instituteur, hein, qui voilà, montre la carte de France. Hein, donc on a ces grandes cartes en papier, il faut apprendre. On apprend les fleuves, on apprend les montagnes, on apprend la longueur des cours d'eau. On apprend les départements, les principales villes. Il faut connaître la France. Les gens ne connaissent pas la France à ce moment-là. Le type qui habite Brest, il n'a aucune idée de ce qui se passe à Perpignan. Le type qui habite Nice, il n'a aucune idée de ce qui se passe à Pécancourt. Donc voilà, il faut apprendre aux gens à connaître la France pour l'aimer. Vous avez ici, on devine ici l'agglomération parisienne, hein, avec la Seine qui passe. Et ici, voilà, donc on apprend où se trouve Paris, comment s'organise Paris, la capitale. Vous avez un globe terrestre, voilà. Et on fait réviser. Et là, bien sûr, vous voyez, on pointe
en noir ici, hein, l'Alsace-Lorraine, qui a été donc repris par les enfants, par les Allemands. Donc j'imagine que régulièrement, hein, on pointe du doigt auprès des élèves, hein, toute la souffrance, toute la douleur qu'on a d'avoir perdu des territoires qu'on a dû donner aux Allemands, et on essaye de, voilà, de galvaniser un peu les jeunes pour dire, voilà, on compte sur vous quand vous serez adulte pour la reprendre. Donc il y a de l'embrigadement, hein, il y a vraiment une volonté de, un peu de propagande, quoi, hein. L'école, voilà, c'est fait pour répondre à des fins politiques. Et vous avez, alors, pour tout vous dire, alors j'étais pas dans cette classe-là quand même, hein, mais ce bouquin-là, je l'ai lu par curiosité, quand même, quand j'étais étudiant. Et voilà, le Tour de France par deux enfants. Il y avait des livres de lecture, hein, à l'époque, ça vous passe peut-être au-dessus maintenant, mais donc il y avait des cours de lecture. On faisait lire, hein, des livres et les enfants lisaient chacun leur tour, hein. Et ce livre, Le Tour de France par deux enfants, voilà, bah vous en avez ici un exemple, hein, de ce que c'était. Bah, c'est comme exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On apprend aux enfants à connaître la France et à connaître le pays. Donc en fait, c'est deux enfants qui ont perdu leurs parents et qui errent à travers la France, hein, qui vont d'aventure en aventure et qui font, comme par hasard, à peu près toutes les régions de France. Donc ils découvrent de nouvelles personnes, ils découvrent de nouvelles villes, ils découvrent de nouvelles façons de travailler. Et voilà, du coup, c'est l'occasion pour décrire chaque région française. Et vous voyez, à chaque fois, c'est illustré, hein. Et voilà, et puis quand on le lit, hein, à un moment donné, vous voyez, enfin, à chaque fois, tout est beau, tout est magnifique quand on a des descriptions en France. J'essaye de retrouver, vous voyez, le clair de lune était splendide, la route lumineuse comme en plein jour. Ici, vous voyez, après plusieurs heures de marche sur une route toujours montante, on traversa le dernier défilé entre deux montagnes. Vous savez sans doute, mes enfants, dit alors Monsieur Jartal, que nous sommes d'ici à 2 pas de la Suisse, et nous arriverons bientôt en haut d'un col où on découvre toute la Suisse, la Savoie et les Alpes. Descendons de voiture et regardons le soleil se lever sur les montagnes. Le temps est pur, ce sera magnifique. Et puis voilà, ça, il monte en courant, hein. Et lorsqu'il fut au sommet du col, oh Julien, s'écria-t-il, viens voir. L'enfant arriva vite, les deux frères se trouvaient placés en haut de la chaîne du Jura, comme une énorme muraille, presque droite. À leurs pieds s'ouvrait un vaste horizon. La Suisse était devant eux. Tout en bas, dans la grande plaine, s'étalait à perte de vue le grand lac de Genève, le plus beau d'Europe. Et donc à chaque fois, vous avez, donc là, vous avez l'illustration du lac de Genève avec des petites explications plus précises. Voilà. Donc on apprend euh, la géographie, l'histoire de la France et bien sûr, voilà, on fait comprendre aux enfants que voilà, ils vivent dans un pays qui est magnifique et qui a une histoire importante. Donc voilà, pour construire une culture républicaine qui soit la même pour tous les Français et façonner une conscience collective, hein, faut que tout le monde croie aux mêmes choses, hein, des symboles sont adoptés. À partir de 1884, toutes les mairies de France sont ornées de la devise républicaine, donc liberté, égalité, fraternité, et d'un buste de Marianne, allégorie de la République. Euh, je ne vous fais pas l'insulte de vous demander ce que c'est qu'une allégorie, vous avez déjà dû voir ça avec M. Thiesset plus d'une fois. Pour inscrire une continuité avec la Révolution française, le 14 juillet est décrété jour de fête nationale et la Marseillaise devient l'hymne officiel. Vous avez par exemple ici, vous voyez, une illustration avec plein de références, hein. Donc voilà, ici, hein, on voit, hein, donc les initiales République française, hein, qu'on va trouver gravées sur tous les bâtiments officiels. Vous avez donc la fameuse Marianne, hein, qui incarne donc la République. Vous avez ici, on voit une référence à la prison de la Bastille, hein. On voit la scène là où cette Bastille elle est prise d'assaut, hein, qui montre encore une fois l'épisode qui a démarré, qui a lancé, hein, la Révolution française et qui a donné qui a mis fin à la monarchie absolue et qui a donné un peu de liberté au peuple. Et puis ici, on voit même donc, j'en ai pas parlé, mais donc un bateau qui ramène les communards, hein, ce qu'on appelle, bah, c'est nos Parisiens, hein, je vous ai montré tout à l'heure en BD, là, qui se sont révoltés à Paris, qui ne voulaient pas d'un retour à la monarchie et qui avaient été arrêtés, déportés, ceux qui n'avaient pas été tués, et qu'au bout d'un certain moment, donc une fois que les républicains sont au pouvoir, décident de faire revenir en France. Donc voilà, c'est le triomphe véritablement de la République. Et ben voilà,
pour aujourd'hui. On arrêtera là. Bonne fin de journée.